Voilà, merci à l'agence France Presse une nouvelle fois, partenaire de ces tribunes de la presse pour ces différentes vidéos. On en retrouvera bien sûr de nouvelles les 2 prochains jours. En direct avec nous maintenant et en duplex, Cédric Villani, qui est avec nous, je crois, j'ai cru le voir tout à l'heure en régie. Je te l'envoie, là, ça devrait être bon. C'est bon, je vous le confirme, Cédric Villani, c'est bon. Alors moi, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Vous m'entendez, Cédric Villani? Cédric Villani, êtes-vous là? Alors moi, je ne le vois pas sur les écrans, si on peut éventuellement mettre un retour, voilà. Alors je vous vois, mais m'entendez-vous? Votre micro est désactivé, d'après ce que je vois. Oui, j'ai chopé ton info. Attends. C'est là qu'il ne faut pas se gratter le nez. C'est surtout pas. Cédric Villani, m'entendez-vous? Je vous entends. Ah, formidable, très bien. Bordeaux vous entend également. Bonjour à vous. Oui, il y a des applaudissements dans la salle, vous pouvez y aller si vous voulez. Soyez le bienvenu, vous êtes donc dans les tribunes de la presse, un événement qui a démarré aujourd'hui. On s'est interrogé, c'est déjà beaucoup de sujets ce matin et on vient de parler notamment de se poser la question si les scientifiques détenaient la vérité. On en parlera dans quelques instants. Je rappelle, mais tout le monde le sait, vous êtes mathématicien, vous êtes surtout député aussi depuis 4 ans et demi. Vous avez été candidat aux élections municipales à Paris. Quelques mots d'abord, si vous voulez bien, sur ce dernier sujet. Ces 4 dernières années, avez-vous finalement subi plus de blessures que de baume au cœur? Il y a eu les deux, et l'un et l'autre sont formateurs, comme on sait bien dans le poème de Kipling, connaître la victoire et la défaite et traiter ces deux imposteurs de la même façon. Et ce qui compte, c'est l'apprentissage. Dans ce mandat, il y a des choses qui se sont bien passées, dont j'ai été fier, comme la mission sur l'intelligence artificielle ou la participation à la reconnaissance par le chef de l'État de l'assassinat de Maurice Audin, de l'usage de la torture en Algérie, ou encore la réforme que j'ai pu faire de l'office parlementaire scientifique. Et des choses qui se sont passées moins bien, ça a été cette campagne parisienne, ça a été certaines déconvenues pour des propositions de loi que j'ai portées, par exemple, sur le bien-être animal, et aussi bien les succès que les échecs ont été formateurs. Vous imaginez qu'il y avait autant de coups? On vous avait prévenu évidemment de coups à prendre, on vous l'avait dit, j'imagine. Oui, donc ça n'a pas été une surprise. Les surprises, elles sont plutôt venues de la forme que ça pouvait prendre. D'abord, la première surprise quand vous vous lancez dans un mandat politique, en tout cas celle que j'ai eue en tant que parlementaire, et que d'autres me l'ont confirmé, c'est la nature de l'emploi du temps. C'est juste incompréhensible, incroyable. Je viens du monde de la recherche, j'ai été directeur d'institut avec énormément de cordes à mon arc. Ce n'était pas les gros emplois du temps qui me faisaient peur. Mais ce n'était pas la taille de l'emploi du temps, là. C'était son caractère chaotique, sans arrêt changeant, des réunions qui se rajoutent d'un coup à 23 heures, des séances qui se lèvent à 1 h du matin systématiquement, le rendez-vous que vous devez annuler au dernier moment, et ainsi de suite. L'impression de devoir sans arrêt se démultiplier, des règles aussi, il faut dire, de fonctionnement archaïque de certaines institutions, ça c'est un premier choc. Et ensuite, notre chose qui est assez, qui vous choque ou qui vous perturbe, c'est qu'on voyait à quel point il peut y avoir de tension, de pression, de peur par rapport à est-ce que va dire un tel, est-ce qu'un tel va être allié d'un tel, etc. Le monde politique est un monde où on passe souvent trop de temps à se demander avec qui ou contre qui on va faire les choses et pas assez pour se demander qu'est-ce qu'on va faire en vrai. Vous avez l'air d'être un garçon gentil, Cédric Villani, mais est-ce que vous êtes justement, vous avez été obligé et contraint, j'allais dire, de vous endurcir, d'être plus dur finalement avec ceux qui vous entouraient dans ce monde politique et qui vous entourent toujours? Toujours, je pense, bienveillant, ça fait partie de ma personnalité et mes collaborateurs, mes collaboratrices le savent. En revanche, ce que j'ai appris, c'est qu'il peut être utile d'être entouré ou associé à des personnes qui peuvent être plus dures, plus rugueuses, prendre des décisions tranchantes à l'occasion. Et ça fait partie aussi de l'apprentissage, que de trouver en confiance les équipes dans lesquelles on savait être tranchant à l'occasion, doux à l'occasion. Ce que j'ai appris aussi à faire dans le jeu politique, c'est à bien dissocier les personnes des fonctions qu'elles incarnent, des étiquettes qu'elles représentent. Et ça a pu m'arriver, par exemple, en tant que parlementaire, d'interpeller très vivement, d'attaquer violemment un membre du gouvernement pour qui j'ai de la sympathie en tant qu'individu, mais pour qui c'était mon devoir à cette occasion-là,
sur tel ou tel sujet, de rentrer dedans réellement. Pareil dans le jeu des partis, ça nous arrive d'avoir des positions très violentes entre différents partis. Je peux être moi par exemple, en tant que grand défenseur de la cause animale, je peux prendre des positions très dures sur l'élevage industriel et me retrouver à parler publiquement, très violemment, des positions défendues par un collègue qui lui est au contraire très favorable à l'élevage industriel. Ça n'empêche pas d'avoir de la sympathie ou de l'amitié à titre personnel, mais même comme ça, il faut savoir quand c'est le moment et quand vous devez toujours être au service de vos idées, détruire la position adverse quand c'est votre devoir. Ça tourne à la schizophrénie, quoi, parfois. Ah, j'ai pu employer ce mot dans un de mes ouvrages où j'ai dit que le politique, c'était qu'il y avait une certaine forme de schizophrénie organisée et on doit arriver à le faire. Dans le temps, on parlait, les historiens ont analysé dans le cas de la monarchie, c'était sur les deux corps du roi, le corps physique et puis ce que le roi incarne et comment il faut séparer les deux pour comprendre l'histoire de France. Il y a quelque chose comme ça aussi, il faut arriver à séparer la personne de la personne personnelle, si je puis dire, de la personne politique. Ce matin, Bernard Guetta, qui est le président des Tribunes de la Presse, était avec nous. Il est devenu député européen depuis 2 ans et demi, ancien journaliste, même s'il nous disait effectivement qu'il restera toujours journaliste, comme vous resterez toujours mathématicien. Je lui demandais si finalement il avait ce sentiment aujourd'hui de pouvoir peser sur le cours des choses, sur certains événements, sur certaines problématiques de la société. Est-ce que vous avez découvert ce pouvoir que vous aviez? Est-ce que vous l'avez ressenti? Et est-ce que vous l'avez concrétisé? Du pouvoir, nous avons dans une certaine mesure. Ça m'est arrivé de pouvoir concrétiser une forme de pouvoir sur certains des événements que je vous disais à l'occasion. Maintenant, nous sommes dans un système politique français où le Parlement a peu de poids et où, c'est la Ve République, le gouvernement a du poids et encore le couple président-Premier ministre concentre l'essentiel du pouvoir, les décisions finales et les arbitrages. Et je regrette que nous n'ayons pas en France, comme dans la plupart des autres démocraties occidentales, un Parlement plus fort. Le régime français n'est pas un régime parlementaire, au sens politique du terme. C'est un régime semi-parlementaire ou ce que vous voulez. Alors le Parlement européen a comparativement plus de pouvoir sur les affaires européennes que n'a le Parlement français sur les affaires françaises, même si à la fin des fins, c'est souvent le Conseil européen qui tranche, donc les différentes nations qui tranchent dans les affaires européennes. Il n'empêche, on a vu des évolutions importantes européennes qui ont été impulsées par le Parlement. Pour prendre juste un exemple, l'évolution de toutes les questions sur le respect de la vie privée en matière informatique, le règlement général de protection des données et tout ce qui allait avec, c'est venu du Parlement européen. Et avec un député vert allemand qui a été en particulier très influent et qui a su gagner à sa cause le reste du Parlement, et puis le Parlement a pu imposer ça aux différentes nations. C'est un exemple qui montre que le Parlement européen a du pouvoir. Allez, on parle de science pour se rapprocher aussi de votre discipline. On vient de parler à l'instant de la vérité scientifique. On a évoqué ce doute, cette méfiance qui s'est finalement insinuée ces derniers mois vis-à-vis des scientifiques. Vous avez regardé ça comment? Ça vous choque? Vous êtes un peu effaré finalement de voir la défiance que on a pu avoir envers eux? Oui, j'ai regardé avec peine, avec inquiétude, avec intérêt aussi, parce qu'il y a des phénomènes extrêmement complexe à l'interface entre société, science et politique. C'est quelque chose qui nous a occupés à l'Office parlementaire scientifique. Au-delà de mes fonctions de parlementaire, je suis président de l'Office parlementaire scientifique, un organe qui est à la fois, qui regroupe 18 députés, 18 sénateurs et qui s'occupe de faire l'interface entre les sujets scientifiques et les sujets parlementaires. Par exemple, c'est nous qui avions, donc sous ma responsabilité, l'évaluation de la politique vaccinale du gouvernement pour le Covid. Et on a pu constater que dans cette crise Covid, les sujets les plus délicats et les plus inquiétants étaient ceux qui avaient trait aux sciences humaines et sociales. Les questions d'anxiété dans la population, les questions de défiance envers le gouvernement, les questions d'acceptation des stratégies, le rapport très difficile qui s'est noué entre politique et scientifique, la grande complexité
de l'ensemble des comités. Les dépressions qu'il y a pu y avoir et la grande souffrance psychologique qu'il y a eu, en particulier pour la jeunesse, en particulier lors du second confinement, et tout un ensemble de sujets dans lesquels la santé et les sciences dures étaient insuffisantes pour expliquer, pour comprendre les enjeux. Il faut noter aussi que la France a été singulière en la matière. La confiance envers les scientifiques s'est érodée sensiblement en France dans ce débat, plus que dans les autres pays. Comment vous l'expliquez? D'abord, il y a un terreau de défiance générale dans la société française qui est plus important que dans d'autres pays. Je renvoie à une étude qui vient de paraître des économistes Algan et Cohen, spécialistes de la défiance, mais ils ont étudié en particulier l'impact de la crise Covid c'est dans ce contexte, mais dans des ouvrages, dans d'autres notes, ils expliquent avec nombre d'expériences assez passionnantes à l'appui comment est-ce que le contexte français est un contexte de grande défiance et une défiance qui s'est aggravée depuis la Seconde Guerre mondiale. Et que dans les mécanismes actuels de la société, par exemple dans les séparations entre corps, entre régimes des retraites ou entre public et privé, il y a des mécanismes qui presque automatiquement accroissent cette défiance. Et je pense que le lien entre scientifique et société a aussi souffert du climat de défiance généralisé. Alors il y a eu un écho entre une interaction entre scientifiques et médias qui s'est plus mal passé en France que dans d'autres pays. Vous vous souvenez de la polémique terrible sur l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et tout ça en France, de la figure polémique du docteur Raoult. Regardez du côté de nos voisins allemands, la figure médicale allemande, c'était le professeur Drosten qui a conseillé le gouvernement, qui avait un podcast très écouté, qui était parfois en désaccord, parfois en accord avec le gouvernement, mais qui en tout cas a incarné une ligne de confiance par rapport aux citoyens, très différent de ce que nous avons pu voir en France. Ou regardez ce qui se passait en Grande-Bretagne. Il n'y a aucun doute qu'en Grande-Bretagne, il y a un rapport qui vient de le dire, d'ailleurs, la gestion de la pandémie a été pire, bien pire que la gestion française, et pourtant les niveaux de défiance de la population envers le gouvernement étaient inférieurs en Grande-Bretagne que ce qu'ils étaient en France. Donc il y a un contexte particulier de défiance en France, et hélas, la science en a été l'une des victimes dans ce débat. Je regrette en tant que scientifique, et ça vous renvoie à votre question sur la vérité, je regrette qu'on n'ait pas mieux compris et qu'on n'ait pas plus fait l'effort de répéter que dans la science, il y a toujours du doute. La science, ce n'est pas la vérité. La science, c'est une façon d'affronter l'inconnu, une façon de construire parfois des certitudes, parfois des questions, et que le scientifique, ce n'est pas à la quantité de savoir qu'il détient qu'il est un bon scientifique, mais à la façon dont il aborde l'incertitude. Que la polémique fait partie de la science, et j'ai publié une petite série d'articles ces derniers mois pour rappeler combien à différents moments de notre histoire il y a pu y avoir des polémiques, des querelles scientifiques importantes, intenses, parfois avec les meilleurs scientifiques du monde, parfois des polémiques qui ont duré des décennies, et que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre confiance dans ces scientifiques et dans la science en général. Il est normal qu'il y ait des débats en science. Le temps arrive toujours à les aplanir. Parfois ça prend des mois, parfois ça prend des années. Et on ne peut pas demander, faire une injonction à la science de dire là, maintenant, quelle est la vérité. Comment restaurer cette confiance, Cédric Villani, et quel rôle peuvent jouer et les médias et les politiques, puisque ce sont eux surtout que vous avez cités? En premier, une grande posture d'humilité, ne pas prétendre qu'on sait ce qu'on ne sait pas. Et en second, un grand travail pour parler, pour faire comprendre aussi quel est le processus et parler de la science, pas seulement en disant voilà ce que dit la science, voilà les conséquences, voilà les conseils, mais aussi voilà le travail qui est fait, voilà les expériences, voilà les débats, voilà ce qui se passe en coulisses. C'est un vrai travail de longue haleine qui oblige le scientifique à résister à l'injonction qui lui est faite souvent de dire c'est quoi là, masque ou pas masque, etc. Qui oblige aussi le débat à prendre de la hauteur, à comparer internationalement et à revenir en arrière dans le temps. Hier, j'étais dans un petit déjeuner thématique organisé à l'Assemblée nationale, dans le somptueux hôtel de l'AC, à la résidence du président de l'Assemblée. Nous recevions l'Académie des sciences et l'Académie de médecine.
Et donc, nous étions peut-être une dizaine de parlementaires recevant plusieurs dizaines de scientifiques qui nous ont fait tout un exposé, tout un débat autour de l'ARN. L'ARN messager, celui qui a été au cœur de certains des vaccins les plus spectaculaires. En fait, c'est une histoire de recherche qui dure depuis 60 ans, depuis la découverte de l'ARN. Quels sont les grands défis qu'il y a eu derrière, les grandes voies, et ils nous ont bien expliqué. D'abord, on a essayé comme ça a raté, puis on a essayé comme ça, bien avant qu'on parle de vaccin, mais pour comprendre comment est-ce que l'ARN peut être utilisé pour susciter la production de certaines protéines. Et on a bien vu comment le débat faisait intervenir des médecins, des biologistes, des chimistes, des physiciens. Comment est-ce que parfois telle technologie inattendue est venue sauver la partie alors qu'on le croyait perdu. Et puis on a parlé aussi des forces et des faiblesses. Où est-ce que la France est forte ou faible là-dedans? Où est-ce que les questions industrielles rentrent en jeu? Qu'est-ce qu'il faut penser des grands laboratoires industriels, etc. C'était un vrai long travail, parfois fort technique, mais qui a été très enrichissant pour nous autres. Ici, j'avais la double fonction, la double casquette, puisque je suis aussi membre de l'Académie des sciences. Mais disons, c'était un exercice salutaire de dialogue entre science et politique. On a beaucoup appris les uns les autres. Je le disais tout à l'heure en introduisant le débat justement sur les scientifiques détiennent-ils la vérité, que cette démarcation finalement entre les politiques et les scientifiques ne pourra pas durer dans le temps, puisqu'on a besoin des scientifiques pour trouver des solutions et poser les problèmes des grands enjeux qui se présentent à nous, que ce soit en matière de biodiversité ou de réchauffement climatique, et on a aussi besoin des politiques pour qu'ils prennent les décisions adéquates derrière. Je dirais même davantage, sur les exemples que vous évoquez, la biodiversité, le réchauffement climatique, qui pour moi sont les deux plus graves menaces qui pèsent aujourd'hui sur le monde. Le gros du problème, en particulier sur le climat, c'est clair. Aujourd'hui, les gros écueils sont politiques plutôt que scientifiques. Les scientifiques du GIEC ont fait un travail remarquable sur les 30 dernières années pour gagner en précision, en force de conviction, en pédagogie. Maintenant, les conclusions qu'ils notent globalement sont cohérentes avec ce qu'il y a 30 ans. Et les prédictions globalement ont été vérifiées. Mais maintenant, le niveau de preuves à l'appui, le niveau de conviction, la façon dont on rentre dans les détails de la prédiction est remarquable. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et maintenant, en revanche, le nœud politique, c'est est-ce que la société change ou pas? Est-ce que les comportements changent? Est-ce que les mix énergétiques vont changer réellement et rapidement? Et ainsi de suite. Je suis de tout cœur avec Greta Thunberg quand elle dit les leaders politiques soit ne remplissent pas leur rôle, soit en fait ils ne lient pas, au sens où ils n'ont pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe. Alors après, quand je dis la balle est du côté politique, elle n'est pas seulement la balle du côté de grandes décisions au niveau des gouvernements. D'abord, il y a toute une chaîne qui va des décisions continentales, nationales vers le terrain. Les comportements individuels sont importants là-dedans aussi. Décarboner notre économie, c'est en gros, il y a une étude du Shift Project récente là-dessus, 1/4 de travail, de comportement personnel et 3/4 de décisions systémiques. Donc on pourrait dire la balle est surtout du côté des systèmes d'organisation, mais ce que j'ai bien appris en tant que politique, c'est que tant que les citoyens ne prennent pas en compte les injonctions, les situations et ne modifient pas les comportements, tous ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change utilisent cela. Vous avez telle industrie qui va dire, vous voyez, les citoyens ne changent pas de comportement, c'est bien la preuve qu'ils ne veulent pas qu'on change, allons doucement, doucement, doucement. Et donc il y a un devoir d'injonction de la part des citoyens envers les politiques qui se manifeste aussi par les habitudes et les comportements. Merci Cédric Villani. Une dernière question et je reviens à vous si vous le permettez. Avant d'être élu député, on vous voyait, vous avez une présence médiatique très importante, on appréciait vos prises de parole, vous avez toujours une certaine aura d'ailleurs et on apprécie vos prises de position notamment sur l'enseignement des mathématiques, mais on vous voit quand même beaucoup moins qu'avant. Est-ce que c'est une discrétion médiatique subie ou volontaire? Je serais plus nuancé. Ces dernières années, en fonction de l'actualité politique, on me voyait beaucoup moins. Quand c'était en période de campagne, on m'a beaucoup vu. Quand c'était on m'a moins vu dans d'autres périodes. Je suis aussi convaincu qu'il ne faut pas
qu'il faut éviter l'orgie médiatique et qu'il y a des moments où il faut travailler de façon plus discrète, mais autant que possible en profondeur. Je viens de rendre un rapport au Parlement, cette fois c'est sur le budget des grands organismes, pour le budget 2022, le budget des grands organismes de recherche. C'était mon 6e rapport parlementaire. Ce ne sont jamais des choses qui, sauf le rapport sur l'intelligence artificielle, ne sont pas des choses qui attirent une énorme aura médiatique, mais des choses qui sont importantes aussi. Je vais aussi dire que la vie politique, par rapport aux prises de parole, par rapport à ce que je peux évoquer, m'a apporté beaucoup d'informations que je n'aurais jamais eues si j'étais resté à l'extérieur de la vie politique, beaucoup de choses sur le fonctionnement des institutions, m'a transformé, a transformé mes engagements aussi, y compris à titre personnel. Prendre juste un exemple, je me suis retrouvé engagé dans la cause du vivant, dans la cause animale. Je suis devenu à titre personnel végétarien pour être en accord avec les positions que je défendais contre l'élevage intensif et mon comportement. Sont des évolutions, sont des choses que réalistement je n'aurais pas vécues si j'étais resté dans la sphère scientifique. C'est juste un des sujets qui était hors de mon radar. Me retrouver plongé dans la sphère politique m'a permis d'appréhender, découvrir un grand nombre de sujets qui n'étaient pas dans ma sphère. Et ça fait partie aussi du Parlement. La grande richesse du Parlement, peut-être dont on ne se rend pas compte aussi de l'extérieur. Vous êtes au Parlement, vous êtes sans arrêt en train de discuter avec des gens qui viennent d'horizons différents et des gens qui pensent différemment de vous. Il y a peu d'institutions dans lesquelles ce soit aussi organisé. Si vous l'abordez de façon ouverte, c'est un enrichissement extraordinaire. Les jours où je suis à l'Assemblée, je me retrouve à discuter avec des gens de toutes les composantes. Et ça va être aussi bien avec François Ruffin qui vient de sortir un film extrêmement émouvant avec Bruno Bonnell, un attelage d'ailleurs complètement improbable. 2 députés qui viennent de la société civile qui ont représenté des partis complètement différents et opposés qui se retrouvent ensemble pour faire un film inédit et extrêmement émouvant. C'est le genre de surprise que vous réserve la vie parlementaire si vous l'apportez avec l'ouverture et la reconnaissance, le respect des positions de l'autre. Merci beaucoup Cédric Villani, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous entendre. Merci beaucoup, on vous applaudit ici à Bordeaux, on a été ravis de passer ces vingtaine de minutes avec vous. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci, merci à vous. Merci à vous et bon courage pour l'organisation de ce débat si important. Merci Cédric Villani. Rendez-vous demain, c'est la fin de cette première journée des tribunes de la presse. Demain, au programme médias et réseaux sociaux. Demain matin, on parlera des relations entre les médias et les politiques. Et puis, les GAFA sont-elles au-dessus des lois? Et puis l'après-midi, une après-midi plutôt verte, le pouvoir vert, l'écologie, est-elle devenue une nouvelle religion? Et puis on évoquera ce sujet qu'on a évoqué à l'instant avec Cédric Villani, le changement climatique, la faute à qui? Les politiques qui ne prennent pas les bonnes décisions, les industriels qui ne modifient pas suffisamment leurs pratiques ou, comme le disait Cédric Villani, des consommateurs qui ne modifient pas leur comportement. Sommes-nous tous coupables? Réponse donc demain. Merci, passez une très bonne fin de journée et à demain. Au revoir.